l'honneur, en ce premier jour du mois de février 2022, de vous servir à travers Matin Bonheur sur RTI 1. Ce mois est dédié au partage, mais surtout à l'amour. Un mois durant lequel on saura exprimer l'amour que nous avons pour notre prochain, l'amour que nous avons non seulement pour notre prochain, mais surtout pour la vie que Dieu nous accorde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous espérons que vous avez passé une excellente nuit et que la journée commence bien. On essaiera tout au long de cette émission de vous distiller bonheur, surprise, pleine énergie afin que cette journée soit belle. Installez-vous confortablement si vous n'êtes pas en train de vous diriger vers votre boulot ou dans vos différents lieux d'occupation. Installez-vous confortablement pour suivre avec nous Matin Bonheur sur RTI 1. À tout de suite. Madame, Monsieur, bonjour. On aura du brouillard ou de la brume humide tôt le matin sur les régions du littoral et du sud forestier. Le temps sera par la suite partiellement nuageux. La bande centrale et le nord-est seront dominés par la présence des vents secs de l'harmattan. Ainsi, un temps de brume sèche sera observé. Les températures en notent à 21 degrés à Bengourou, 24 à Abidjan, 24 à Adiaké. Une série de 19 degrés sera observée à Bundoukou, à Bouaké, à Bouna et Bundiali. 20 à Daloa, 21 degrés à Dimbokro. 20 à Gagnoa, 18 degrés à Guiglo. 17 degrés dans 3 villes, Korogo, Man et Odiéné. 23 degrés à San Pedro, Sassandra et Soupré. Pareil pour la ville de Tabou. 24 degrés à Tiasalé. 17 degrés à Touba et 19 degrés à Yamsoukro. Le sud forestier et le littoral ressentiront un temps brumeux et relativement sec. Toutefois, la remontée des vents humides en fin de période favorisera un temps partiellement nuageux. Le temps restera dominé par la poussière dans les zones de la bande centrale et du nord. Côté valeur, on observera 34 degrés à Abengourou, 32 à Abidjan et Adiaké, 35 à Bundoukou, 34 à Bouaké, 36 à Bouna, 35 à Bundiali et Daloa, 36 à Dimbokro, 35 à Gagnoa, Guiglo et Korogo, 34 à Man, 35 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, à Sassandra et à Soupré, 32 degrés à Tabou et à Tiasalé, 35 à Touba et 36 degrés à Yamsoukro. Merci pour votre aimable attention, agréable journée. Bonjour à toutes et à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier avec les membres de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français présent à Abidjan dans le cadre de la 9e Assemblée générale de leur association. Le chef de l'État a souligné l'importance de la Cour des comptes dans la gouvernance des États. Le reportage de Awa Touré. Une délégation des membres de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun le français, reçue par le président de la République Alassane Ouattara en marge de la 9e Assemblée générale de leur organisation. Délégation conduite par le président de la Cour des comptes, Kavali Diomandé, président de cette association. Excellence, Monsieur le Président de la République, les travaux de la 9e Assemblée générale qui ont débuté ce matin et que vous avez rehaussé en acceptant qu'elles soient placées sous votre parrainage s'étendront sur 2 jours. C'est pour nous à la fois un devoir et un plaisir de vous rencontrer pour vous présenter nos civilités. Vous remercier de l'oreille attentive
prêté aux activités de notre association et recueilli vos sages conseils. L'Association des institutions de contrôle francophones entend promouvoir et favoriser dans les États membres les bonnes pratiques de gouvernance des finances publiques. Nous avons vocation à développer les échanges entre les institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français. Mais les enjeux de la francophonie se mêlent aussi à la proximité de nos positionnements institutionnels. Notre Assemblée générale, outre son volet formel, est ainsi l'occasion de travailler sur des enjeux d'intérêt commun. Nous avons ainsi réfléchi ensemble ce matin à la manière d'adapter nos méthodes et nos objectifs de contrôle de la dette publique à la suite de son gonflement provoqué par la crise sanitaire. Nous avons dû faire face à une modification profonde de nos méthodes de travail et je crois pouvoir dire sans fausse modestie que nous y avons fait face avec agilité et dynamisme. C'est en grande partie grâce au leadership assuré par la Cour des comptes de Côte d'Ivoire que nous avons pu atteindre ces résultats. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est dit heureux et honoré de recevoir cette délégation avant de relever l'importance de la Cour des comptes dans la gouvernance des États. La Cour des comptes est un élément de coopération entre nous. Nous avons une organisation juridique bien au point. Et moi, je me réjouis donc que vous soyez en Côte d'Ivoire et que l'UMOA nous a demandé de créer une Cour des comptes indépendante et séparée. Et surtout, je voudrais vous féliciter, M. Kambali, pour l'excellent travail que vous faites au niveau de la gouvernance. Considérez aussi que des institutions telles que la Cour des comptes doivent continuer d'avoir un regard, je trouve, objectif sur la gestion des budgets. C'est la bonne gestion budgétaire qui est le départ de la bonne gouvernance dans les finances publiques. Nous attendons les résultats de votre réunion, nous inspirer des recommandations que vous aurez à faire et vous dire que la Côte d'Ivoire est fière et heureuse de vous avoir pendant quelques jours. Créée en 1994, l'Association des institutions supérieures de contrôle francophone est un réseau de 43 institutions de contrôle des finances publiques des États francophones. Le président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire assure la présidence de l'institution depuis 2018, à l'issue de l'Assemblée générale de Niamey, au Niger. On se rend à l'hémicycle. 6 projets de loi adoptés ce lundi. Ils avaient été adoptés en commission, réunis au sein de l'Assemblée hier. 238 députés ont répondu à l'appel. Ces projets de loi ont été examinés avant d'être adoptés pour l'intérêt des populations. Plusieurs secteurs sont impactés, de la sécurité à la justice, en passant par l'économie et les finances. Les détails dans nos prochaines éditions. Toujours en bref et en image, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, du Logement a initié un projet de simplification et de transformation digitale du foncier. Dans la mise en œuvre de ce projet, le ministre Bruno Nabagné-Koné est en visite à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour s'imprégner de l'aéronef. Cet avion est doté d'équipements de haute technologie destinés à l'acquisition de photographies aériennes, a pour missionner de survoler le Grand Abidjan et Assini en vue de collecter des informations sur le foncier urbain. Cette nouvelle technologie vise à accélérer et simplifier le processus de délivrance des actes administratifs et sécuriser l'information foncière. Dans le reste de l'actualité au Burkina Faso, la junte militaire au pouvoir rétablit la constitution du pays, suspendue depuis sa prise de pouvoir, tout en modifiant les institutions. En attendant la mise en place d'organes de transition, les émissaires internationaux ont rencontré le nouvel homme fort du pays à Ouagadougou, mais aussi le président renversé, Roch Marc Christian Kaboré, qui va très bien selon eux. Et puis au Mali, après des semaines d'escalade verbale, Bamako exige le départ sous 72 heures de l'ambassadeur de France, Joël Meyer. Les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées depuis que le pouvoir d'Assimi Goïta a annoncé vouloir repousser les élections initialement prévues en février 2022. Retour de l'information à 7 heures. Toujours avec Régis Kofi. À tout à l'heure, Régis.
Il se nomme Nguessan Kouakou. Il est le président de l'Union générale des consommateurs. Bonjour, monsieur Kouakou. Bonjour. Oh, mais c'est monsieur Nguessan que je devrais dire. Nguessan. C'est Nguessan le nom, en fait. Oui. Et puis Kouakou le prénom. Effectivement. Très bien. Avec lui, on parlera de droit d'inscription, de droit d'examen, de COGES, vous l'avez compris. On parlera donc du système éducatif et scolaire de Côte d'Ivoire. Mais avant, intéressons-nous à toutes ces rubriques qui formeront le chapelet du conducteur de cette émission aujourd'hui à travers le sommaire illustré. On a commencé avec la météo, le premier flash d'information. On aura les informations jour J, qu'est-ce qui se passe sur le territoire ivoirien et même en dehors de nos frontières avec les informations jour J. Combien ça coûte pour vous, mesdames et messieurs, qui arpenterez les voies de nos grands marchés, supermarchés et autres pour avoir les prix exacts. On se mettra en forme avec la rubrique fitness. Aujourd'hui, on va essayer de nous endurer un peu par rapport à la semaine qui commence bel et bien sur RTI 1. La revue de presse, on sera en mode intégral aujourd'hui et Renaud Kobia sera bien sûr avec un invité pour décortiquer les grands titres de nos journaux. L'invité du jour sera avec nous Maître Vanessa Balleroux, avec elle on parlera d'un sujet qui intéresse plus d'un, le processus de la succession, et on terminera cette émission bien sûr avec Info Express. Concernant nos différentes rubriques, la première qui s'installe, c'est Info Jour J. Nous sommes aujourd'hui le mardi 1er février 2022. Et en ce jour, nous avons rendez-vous à 15h GMT avec le gouvernement ivoirien. Vous pourrez donc tout savoir sur la lutte contre la corruption dans notre pays en vous connectant sur le site officiel du gouvernement à 15h GMT. Cette conférence sera animée en direct par le coordonnateur de la coalition pour le plaidoyer anticorruption et la transparence en Côte d'Ivoire. Il s'agit de M. Julien Tenguet. Donc, connectez-vous à 15h GMT pour suivre cette conférence sur la lutte contre la corruption. Deuxième information pour vous, avec beaucoup de plaisir, on vous annonce que notre invité d'hier, le kickboxer Niédré est bien arrivé de l'autre côté en France où il séjourne. Mais avant de partir, hier, il a été reçu par le ministre des Sports, le ministre d'en haut Paulin. Et c'est un bonheur parce qu'il avait tout fait pour rencontrer le ministre. Et à travers Matin Bonheur, il a pu donc retrouver le ministre pour lui présenter tous ses prix en l'honneur de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tellement contents pour lui, tellement contents de savoir que pratiquement toutes les personnalités du pays suivent Matin Bonheur avant d'aller au travail. Et merci à monsieur le ministre qui l'a reçu. C'était pas prévu, mais dès qu'il a vu l'émission, il a dit écoutez, c'est pour la nation qu'on travaille, et on l'a reçu avant qu'il prenne l'avion. Merci. Merci monsieur le ministre, et puis bon vent à vous, Niédré. Merci beaucoup. C'était tout pour les informations jour J de ce jour. On l'a dit, monsieur Kouakou est déjà installé. Non, monsieur Nguessan est déjà installé. Je suis tellement pressée. Dites-nous, concernant notre rubrique, combien ça coûte avec nos produits vivriers, tout ça, on ne devrait pas faire quelque chose? Les prix grimpent. Ouf. Les prix grimpent. Effectivement, les prix doivent grimper parce que les intrants ne viennent pas de chez nous. Le carburant, les pièces de rechange des véhicules, tout ça, ça ne vient pas de chez nous. Alors, finalement, vous êtes le président de nous, consommateurs, ou bien vous défendez? Oh non, on ne défend pas, c'est de la réalité. Voilà, nous disons. C'est la réalité et nous voulons qu'à ce niveau-là, ça c'est au gouvernement de décider de faire en sorte que ces prix-là soient régulés normalement. Puisque au niveau de ces intrants, si le coût en amont baisse, vous savez que quand on va au champ, le régime de la banane ne coûte rien. À moins de 500 francs, on a le régime. Mais le transport bord-champ jusqu'au marché, c'est là où se trouve le problème. C'est là où se trouve le problème. Voilà. Restez avec nous pour la rubrique « Combien ça coûte ?» On va le découvrir ensemble.
Il a dit, là il parlait de banane plantain, hein, ça coûte pratiquement rien, mais nous on veut parler de la banane douce tout de suite. Hein, ce fruit qu'on affectionne ici en Côte d'Ivoire, la banane douce est à 400 francs CFA quand même, hein, le kilogramme. Président, c'est chaud là. 400 francs CFA le kilogramme, ce sont les prix d'Abidjan. Rappelons, Abidjan et alentour, mais en province, à l'intérieur du pays, c'est un peu moins que 400 francs CFA. Un peu de haricots verts, les amis. Haricots verts, 500 francs CFA le kilo. Après, les haricots verts, est-ce que pour 500 francs, ça va suffire? Bon. Pour que toute la famille puisse consommer des haricots verts, je pense qu'il faut au moins 3000 francs CFA pour que tout le monde soit rassasié. Haricots verts à 500 francs CFA le kilo. La tomate type salade, on peut la voir à 900 francs CFA le kilogramme. La tomate type salade, c'est-à-dire les tomates dures, là, pas les petites tomates rouges qu'on appelle ici tomates africaines, les tomates bien dures en forme, qu'on peut découper en rondelles, en lamelles pour la salade, sont à 900 francs CFA. Et puis des choux qu'on peut avoir à 350 francs CFA le kilogramme. C'est vrai que quand on a les choux comme ça, on se demande comment consommer. Bon, soit vous mettez dans une sauce claire, ça passe, soit vous émincez vraiment et après vous saupoudrez de sel. Quand vous saupoudrez, ça va donner un autre goût et puis ça va ramollir les feuilles de chou. Et un autre petit secret, si vous êtes à la diète, la soupe de chou le soir, c'est très bon pour la santé. On a des courgettes à 300 francs CFA le kilo. Après, les courgettes, c'est bon pour la santé. C'est vrai que c'est pas très facile à déguster si ce n'est pas bien assaisonné. Donc attention, mais c'est très bon par exemple sur un bon plat de tchèp ou djen. Et salutations à nos frères sénégalais. Finalement, est-ce que le tchèp djen c'est sénégalais? C'est devenu ivoirien maintenant. Hein. Mais bon, passons. Un peu de concombre à 350 francs CFA le kilogramme. Et puis quand on a fini de bien manger comme ça, on met un peu de jus de citron. Et le citron, vous l'aurez à 250 francs CFA le kilogramme. C'était tout pour la rubrique « Combien ça coûte ?» Prési, on est ensemble hein, tout au long de cette première partie de l'émission. Est-ce qu'on fait du sport? Oh oui. Le week-end. Le week-end, quel genre de sport? On fait un peu de footing. Comment? Du footing. Vous? Oui. Fort même. Vous marchez ou vous courez? On court un peu. Un peu? Mais on marche un peu plus. On marche un peu plus parce que bon, ben, les os sont devenus vieux. Donc, Oh, mais vous avez bien raison. Marcher aussi, c'est du sport. On va améliorer notre performance hebdomadaire. Pardon, j'y suis arrivée avec la rubrique fitness. Bonjour à tous, bienvenue à notre séance de fitness motivation. En place, la bouteille d'eau, la serviette, c'est parti. On décolle la jambe, on tient. Exercice d'équilibre. On va décoller là, le bras, poser, aller en arrière, tirer. Là, talon aux fesses. Relâchez la même jambe à l'extérieur, tirez. Très bien. Change de jambe. Tenez là, tirez. On tient avec le bras. Levez le bras. Très bien. La même jambe en arrière. Là, basculez. Et là, on fait sortir à l'extérieur, tirer. Relâchez. Bras tendus. Tirez sur le tronc dans le même sens que moi. Changer de bras, basculer dans l'autre sens. Très bien. Déployez là. Exercice arrière. Change de sens, basculer de chaque côté.
Très bien. Exercice avant là. Nous allons monter. 1, 2. Changer de côté là. 1. Allez, changement de sens. L'exercice consiste à aller de chaque côté. 1. Coude au sol. 1. On remonte. 1. On revient encore sol. 1. Coude au sol. On remonte. 1. Relâchez. Bras. Fini de récupérer, descendez. On descend fessier. De ce côté, coude au sol. J'espère que ça peut aller. Décoller les jambes. Là, 1. Contractez, abdominaux. Juste la jambe qui travaille, qui travaille, qui travaille. On tient, on lâche pas. Go. On va changer de sens. Prêt? Courage, ça va aller. Nous sommes à la fin de notre exercice. Prêt? Serrez fessiers, avancez buste. Prêt? Go. Allez. Jambes tendues. 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 Et tendues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien. C'était un peu compliqué. Je suis sûre que ça n'a pas été aisé pour tous ceux qui ont fait le même exercice, mais c'est important pour entretenir la forme. On l'a dit, aujourd'hui, nous parlons du système éducatif et scolaire de notre pays avec toutes ces différentes cotisations à payer. Quels sont les tarifs exacts? Est-ce que c'est normal? On en parle maintenant avec M. Nguessan Kouakou, qui est le président de l'Union générale des consommateurs. Rebonjour. Bonjour. Vous êtes chez vous. Bonjour, bonjour. Merci de nous honorer de votre présence. Alors, c'est quoi ces différents droits d'inscription dont tout le monde parle et se plaint en même temps? Avant de parler de l'éducation nationale, je voulais reprendre et puis dire à nos frères qui sont en souffrance par rapport au Margouya, qui sont appelés à prendre ce numéro qu'ils ont, mais ils se cachent, ils ont toujours peur. Qu'ils appellent au 01 41 08 41 95 pour venir déposer leur dossier. Je vous dis que depuis qu'on a fait l'émission, on a 850 personnes qui ont déjà déposé leur bulletin par rapport à ce que nous pouvons faire au niveau de la justice. Donc c'était un petit rappel. Donc au 01 41 08 41 95, vous pouvez nous appeler, on vous dira là où il faut déposer. Afin qu'une solution heureuse soit finalement trouvée. Effectivement, puisque le Margouya s'est supprimé par la loi 810-2014.
Donc aujourd'hui, on ne doit plus voir les margouillards. Merci beaucoup. Et il faut dire aussi que ce numéro reste valable pour tout sujet concernant les consommateurs que nous sommes. Oui. Vous êtes le président, on le rappelle, de l'Union générale des consommateurs et aujourd'hui, donc, on parle du système éducatif et scolaire. Effectivement, il y a l'arrêté 93 du 12 octobre 2021 qui consacre la suppression des frais exceptionnels qu'on appelle frais, tous les frais que nous avons dans toutes les écoles et qu'on voit à tout moment, les parents appellent, ils pleurent, ils font tout ceci. Aujourd'hui, Madame la ministre a vraiment aidé toute la population en faisant sortir cet arrêté pour clarifier aujourd'hui les montants que tout parent d'élève doit payer à l'école. D'abord, il s'agit des frais d'examen. On commence pas par les inscriptions déjà? Les inscriptions, nous allons les mettre en deuxième position. D'accord, donc les frais d'examen. Voilà, les frais d'examen. Au niveau du CPE, si vous avez un enfant qui doit passer le CPE, vous payez 500 francs. 500 francs. Il y a 500 francs. Pas plus, 500 francs CFA. 500 francs que vous payez. Au niveau du BEPC, vous payez 2000 francs. Ça monte un peu plus. 2000 francs que le parent doit payer. Et au niveau du bac, vous payez 5000 francs. Donc, pour l'entrée en 6e, 500 francs CFA. Oui. Pour le BEPC, quand on est en classe de 3e, on paye 2000 francs CFA. 2000 francs. Et puis enfin, quand on est en terminale, la somme monte un peu plus. Pour ceux qui sont candidats au bac, c'est 5000 francs CFA. 5000 francs et pas plus. D'accord. Et ces montants sont payés au trésor. Pas à l'école. Pas à l'école. Si vous n'avez pas le récépissé du trésor, vous ne pouvez pas rentrer dans la salle d'examen. D'accord. Si vous payez entre les mains de l'intendant de l'école, soit à un intermédiaire, vous n'avez pas le droit à... Mais et si jamais l'école se propose justement de payer parce qu'il y a tellement d'élèves, ils payent pour tout le monde en même temps, ils viennent nous donner les récépissés. Est-ce que ça, c'est faisable? Bon, il peut le faire, mais attention, il faut que le récépissé soit valable. D'accord. S'il n'est pas valable, vous ne passez pas. Très bien. Ensuite, il y a les épreuves facultatives. Qui sont? Donc, on nous dit que les épreuves sont soumises à des paiements. Parce que c'est des épreuves. Et ils ont dit que c'est facultatif. Donc, pour que tu puisses le faire, il faut payer un montant. Donc, au BPC, on paye 500 francs. Et au bac, c'est 1000 francs. Rien que ça. Tout ça, c'est au trésor. En fait, pour le BEPC, donc, ça peut monter à 2500. Effectivement. Et pour le bac, ça peut monter à 6000 francs 6 000 CFA. francs. Mais c'est payé différemment. Donc, si vous avez des épreuves facultatives, vous devez avoir 2 reçus. Très bien. Donc, on va aller un peu plus rapidement Voilà. et s'intéresser maintenant aux droits d'inscription. Les droits d'inscription dans les écoles publiques, c'est 6 000 francs. Finalement, Qu'on est-ce que paye. l'école est gratuite en Côte d'Ivoire? C'est une grande question. C'est plus gratuit avec tout ce qu'on est en train de payer là. Et dans les écoles privées, c'est 3 000 francs qu'on paye. École publique, 6 000 francs. École privée, 3 000. Donc, si j'ai un enfant, par exemple, en terminale et que je suis dans une école, mon enfant est dans une école publique et qu'il va passer justement l'examen, il paiera peut-être 11 000 francs. Effectivement. C'est ça? Pour le bac, 5 000, pour l'épreuve facultative, 1 000 francs, et pour le droit d'inscription, 5 000 francs CFA en plus. Effectivement, c'est ce que vous devez payer. Vous préparez cet argent-là. Vous le gardez. D'accord. Pour que Au l'enfant, moment où à la on puisse le payer. Et ces histoires de COGES, là? Les histoires de COGES, c'est supprimé. COGES, c'est supprimé. Non, c'est supprimé? À l'article 2
il est dit, sont supprimés à compter de la rentrée scolaire 2021-2022 les cotisations exceptionnelles précédemment levées par les COJES pour les besoins de leur fonctionnement. Déjà même, c'est quoi le COJES? Ils appellent ça, le COJES, c'est une organisation qu'on a mise en place pour gérer les écoles. Mais est-ce qu'on paye pour que l'enfant parte là-bas? Ça ne peut pas gérer justement l'école, le fonctionnement. En fait, et puis en plus, on nous demande de payer balai, papier hygiénique, serpillère, boîte de craie. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle cotisation exceptionnelle. Non, ça dépassait cette exceptionnelle-là. C'est ça qui a été supprimé par cet arrêté ici. Qu'on appelle donc aujourd'hui, j'emmène mon enfant à l'école. Et puis on me dit de payer des balais, des serpillères, des trucs. Je peux dire non. Vous dites non. Merci. Non. Parents, ensemble, disons non. Vous dites non à tous les parents, parce que désormais, ce rôle est dévolu aux maires et aux conseils régionaux. Merci. Si les vous produits allez à de l'école, toilette, eau de javel, des savons liquides en poudre, tout ça, je ne sais pas. Adressez-vous aux maires et aux conseils régionaux. Merci. Et puis si c'est chaud, on appelle le... consommateur. Le consommateur. Vous nous appelez. Et vous appelez au même numéro, au 01 41 08 41 95. C'est le même numéro. Bon, maintenant, pour les enfants de boss comme mon réalisateur Jacques Brou, dont les enfants sont dans les écoles privées, le COJES, c'est comment là-bas? Non, c'est la même chose. Le COJES, c'est le COJES. Mais eux, là-bas, ils ne disent pas COJES, hein? Ils ont donné des noms bizarres et on paye, hein? Ah non, le ministère est là. On paye des kits, genre kits scolaires, je ne sais pas, mais bon, le kit là, c'est pas clair. Appelez-nous. Très bien. Et dès que vous sentez quelque chose pas clair, c'est écrit ici. Et madame a bien fait de dire tout ça. Elle dit, toute personne qui a connaissance de la violation d'une de ces prescriptions est tenue, preuve à l'appui, comme vous le dites, hein, est tenue, preuve à l'appui. Voilà. Merci. D'en aviser les autorités du ministère policière et judiciaire. Merci beaucoup, Monsieur Kwakungisan. Comme on l'a dit, on a toutes les informations en quelques minutes concernant les consommateurs avec vous. Aujourd'hui, on a parlé du système éducatif et scolaire. On a les vrais tarifs à payer. On sait désormais ce qu'on ne doit pas faire, qu'on peut éviter pour le bien-être de nos enfants. On se retrouve très prochainement par la grâce de Dieu. Rappelez pour nous dire au revoir votre numéro de téléphone encore une fois. Nous sommes au 01 41 08 41 95. Vous pouvez nous appeler à tout moment. À tout moment, il a dit. Et à tout moment, ici, on est servi en information grâce à Régis Kofi qu'on retrouve juste après cette capsule d'agenda. Célébrez la fête du football africain avec le jeu Quiz CAN 2021 et partagez-vous les millions mis en jeu. Envoie CAN par SMS au 98 114 et tente de gagner une des 2 enveloppes de 1 million de francs CFA cash. Et ce n'est pas tout, des enveloppes de 50 000 francs CFA et 100 000 francs CFA cash par jour. Envoie vite CAN, C-A-N au 98 114 et tente de gagner l'un des super lots de 1 million de francs CFA cash. N'oublie pas, CAN par SMS au 98 114. C'est à toi de jouer. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Le contrôle de la dette publique et la mise en œuvre des objectifs du développement durable, des thèmes autour desquels s'est ouverte la 9e Assemblée générale de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français. Le Premier ministre Patrick Hachi a pris part à la cérémonie d'ouverture. Regardons. Ouverture ce lundi de la 9e Assemblée générale de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français. Placé sous le parrainage du président de la République Alassane Ouattara, représenté pour l'occasion par le chef du gouvernement Patrick Hachi,
Cette 9e Assemblée générale de l'AIS-CCUF se tiendra autour de 2 thématiques: le contrôle de la dette publique et la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Autre contribution enregistrée à cette cérémonie d'ouverture, celle de Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes française. Ce cadre d'échange qui se tient du 31 janvier au 1er février 2022 sur les bords de la lagune Librié offre aux participants une bonne occasion de renforcer leur capacité sur les thèmes arrêtés. La pratique pour les institutions supérieures de contrôle de se mettre ensemble, d'échanger leurs pratiques, ça leur permet d'être rassurés dans leurs pratiques, qu'elles sont bonnes, qu'elles sont utilisées par les autres, et ça permet de s'enrichir des bonnes pratiques des autres. On est 77 participants, chacun a une gestion différente de gérer la dette de son pays. C'est très bénéfique de pouvoir participer à cette assemblée afin de pouvoir échanger avec nos autres pays, surtout des pays africains. C'est ça qui me fait plaisir. C'est un espace pour les francophones, pour les Africains et pour le continent africain. Mesdames et messieurs les membres des délégations prenant part à l'Assemblée générale, je voudrais vous dire à tous et à chacun le plaisir de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire de vous accueillir dans la fraternité de notre communauté professionnelle. Le Premier ministre Patrick Achi s'est réjoui de la tenue d'un tel événement en Côte d'Ivoire, saluant surtout la portée des échanges et réflexions qui seront émis dans le but de faire avancer les objectifs fixés par l'association. L'organisation de cette rencontre pourra, par la qualité des échanges, formuler les propositions institutionnelles innovantes pouvant contribuer au renforcement des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'ensemble de notre espace francophone, concourant ainsi à la place particulière qui est la sienne dans le concert mondial des nations. La Côte d'Ivoire, sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, accorde un intérêt absolument stratégique au renforcement de la bonne gouvernance, levier essentiel de l'accélération de notre développement et de la transformation de notre économie au cours de la prochaine décennie. En effet, sans administration efficace, transparence, utilisant rationnellement et pertinemment la richesse nationale produite, cette vision ne pourra se réaliser à la pleine mesure de nos ambitions et celles du peuple ivoirien. Et si, comme en Côte d'Ivoire, la loi confère aujourd'hui aux institutions supérieures de contrôle les moyens juridiques et institutionnels adéquats pour leur mission, je me réjouis que votre association, qui adhère aux valeurs de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, INTOSAI, soit un cadre d'optimisation de cette mission par le renforcement constant de leurs pratiques techniques et éthiques, comme le souligne le préambule de vos statuts. J'ai l'honneur de déclarer, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, ouverte la 9e Assemblée générale de l'AIS-CCUF et souhaite plein succès aux travaux ainsi lancés. Devant la crainte manifestée par les bailleurs de fonds de voir certains pays en voie de développement crouler sous le poids d'une dette excessive, voire insurmontable, il revient aux institutions supérieures de contrôle de veiller aux questions relatives à l'endettement. Au menu de cette première journée, une séance de travail sur le thème retenu par l'Assemblée générale. La deuxième journée fera focus sur la gestion de l'association, le bilan des activités des 3 dernières années, les perspectives pour les 3 années à venir, la situation financière de l'association, enfin, le renouvellement de son bureau. Le reportage à Derman Guivet. La 120e assemblée plénière de la conférence épiscopale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a refermé ses portes dimanche à Gagnois au cours d'une messe solennelle. Les échanges ont tourné autour de l'école d'Ogadougui, l'enseigné Bakayoko. Pour Monseigneur Ignace Bessi, président de la conférence épiscopale catholique, cette assemblée plénière des évêques et archevêques de Côte d'Ivoire est une structure où il se retrouve périodiquement pour débattre d'un thème. À cet effet, il a invité chacun à prendre sa part dans l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire. Cette éducation implique l'engagement de plusieurs acteurs à tous les niveaux. Et le premier niveau fondamental, c'est la famille. La famille qui prépare l'individu à entrer en relation avec les autres dans la société. Ensuite, la société prend le relais avec l'école et avec les différentes associations pour que nous puissions construire des hommes complets, corps et esprit, qui soient capables de participer au développement durable de notre pays. Ambroise Kessier, ambassadeur de la paix et fondateur d'école, estime qu'il s'agit d'une participation de l'Église aux États généraux de l'éducation et invite les parents à ne pas abandonner l'éducation des enfants aux seuls enseignants. C'est une réalité. Nos élèves aujourd'hui
sont dans ces fléaux-là. La drogue, l'alcool. Un jour au moins, il faut passer à l'école pour savoir si ton enfant est arrivé à l'école. Demandez au moins le cahier de présence pour voir si ton enfant arrive effectivement à l'école. Représentant le Premier ministre Patrick Kachi, le ministre Anne-Désiré Ouloto a dit sa satisfaction d'avoir entendu ces recommandations qui s'inscrivent dans l'action gouvernementale. Des politiques volontaristes sont mises en œuvre depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Et je voudrais m'en féliciter, me réjouir et inviter les Ivoiriens à entendre la voix de nos évêques qui interpellent les familles, qui interpellent la communauté éducative, qui interpellent toutes les populations, y compris les enfants et les élèves. C'est main dans la main que nous pourrons ensemble réussir à inverser la tendance. La prochaine assemblée plénière de la conférence épiscopale catholique se tiendra au mois de mai 2022 dans la province ecclésiastique d'Abidjan. Et on termine en bref. Le gouvernement colombien a vigoureusement rejeté hier les conclusions d'un récent rapport de l'ONU estimant que près de 7,5 millions de Colombiens seront en situation d'insécurité alimentaire cette année. Ce rapport a été publié sans aucune consultation préalable, comme le veut l'usage, a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Marta Lucía Ramírez. Je vous laisse avec Naomi, le temps de vous retrouver à 7h30 pour un autre développement de l'actualité. Et comme Régis Kofi, nous avons la grâce d'être en vie et en bonne santé. N'oublions pas la pandémie à coronavirus qui existe réellement. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une invention. Plusieurs personnes sont touchées et prenons soin de nous tout en prenant soin des autres, en nous rappelant les différentes mesures barrières à observer. N'oubliez pas de sortir de chez vous avec un cache-nez, du gel hydroalcoolique, de quoi vous frictionnez les mains. Si vous avez 2 ou 3 cache-nez, puisque vous allez passer du temps dehors, n'hésitez pas. Et puis surtout, évitons de reporter le même cache-nez 2 à 3 fois. Je sais pas, il y a une mode en ce moment à Abidjan où on porte le cache-nez, puis on voit que le cache-nez même en train de s'effriter sur le visage des gens. Non, pour notre santé, c'est pas un effet de mode. Faisons attention. Et aujourd'hui, on veut faire un clin d'œil à nos parents Yakuba, qui ne parlent pas encore bien le français. On leur rappelle de prendre soin d'eux à travers cet élément. Quoi de coronavirus go? Quoi d'état quoi mais ouais nous ta quoi donc que coronavirus ba yarop mais quoi on manque on quoi ministère quoi dans hier on ma OMS au pontadou mettre pom ma dans hier au blé quoi ka quoi cause ça yika. Kwa kozuzi sai de oswe na gwe kwa ma kwa kozu aka kwa papa dnombu ne kwa nyunso kwa karo kwa gbire yazi kwa kasona gu kwa bokwa jouer kwa ko to kwa kora kwa kokwe kwa do kwa kokme me wa ro lu kwa zuro ba truka wika bri wika baro ape ubu karo lu kwa de dogu vazulo pepe de kwa ba ken kwa yon kwa kwa kle karo ni raka te negu on able mi pi tete ma 143 wa ma 101 ande non à peine Côte d'Ivoire n'est bon. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit.
La revue de presse intégrale aujourd'hui promet, parce que Renaud Kobia avec M. Doudou ont déjà commencé à débattre de certains thèmes. Bonjour messieurs. Bonjour Naomi. Ça va bien? Ça va super. Mais c'est quoi qui avait commencé à chauffer là? Non, on est en train de... D'accord, ok. Donc on va le découvrir ensemble juste après ce jingle. C'est la revue de presse intégrale. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce numéro de la revue de presse. Et nous ne sommes pas seuls aujourd'hui parce qu'on a droit à l'intégrale de la revue de presse, la formule dans laquelle nous recevons un journaliste avec lequel on décrypte les titres que nous avons retenus pour ce jour. Et aujourd'hui, nous sommes avec M. Jean-Antoine Doudou, président du réseau des journalistes pour l'accès à l'information. Bonjour, très cher. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et on démarre tout de suite avec vous, en commençant par le quotidien Le Matin. Le Matin qui parle d'une séance plénière qui s'est tenue hier à l'Assemblée nationale, séance au cours de laquelle il a été décidé qu'à partir du 1er février 2022, donc aujourd'hui, les députés à 2 postes ne pourront plus siéger au Parlement. Oui, effectivement, cela participe de la dynamique de l'Assemblée nationale, du débat démocratique. Alors, la notion d'incompatibilité est écrite en lettres d'or dans les textes de l'Assemblée nationale. Donc, il se trouve que certains députés, en plus de leur poste administratif, ont un poste électif, ce qui est incompatible. Et donc, ils devront faire le choix, et c'est ce qui va s'opérer à partir d'aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui, ils sont 11, ces députés qui sont touchés par cette mesure. Et on ne va pas citer de nom, mais en tout cas, ils ont été sommés de faire un choix parce qu'à partir d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ils ne pourront plus toucher leur salaire de député, leurs émoluments, et puis émarger aussi au niveau de la fonction publique ou des autres activités qu'ils exercent. En tout cas, on va suivre tout ça de très près. Absolument. Et puis en parler, bien évidemment, à nos téléspectateurs. On parle d'un autre titre avec vous, et il s'agit d'une question frontalière qui crée des tensions entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Ça se passe à nos 2 frontières communes, et la démarcation des frontières, selon le nouveau réveil, devient une urgence dans cette zone. Bien, quand on se met dans le prisme de l'indice de sécurité, je pense que le confrère a parfaitement raison. Aujourd'hui, avec les menaces djihadistes, ça et là, les États doivent veiller à la porosité et même à la sécurité aux frontières. Mais cela aussi est un frein à la libre circulation des hommes et des biens. Quand on sait que la CEDEAO, depuis un moment, a opté pour la CEDEAO des peuples, c'est dommage, mais vu les menaces sécuritaires, je pense que chaque État prend ses dispositions pour pouvoir contrôler le flux des populations aux différentes frontières. Et cet imbroglio, selon le commandant du bataillon de sécurisation de l'Ouest, le colonel Draman Soro, serait dû au fait qu'il n'y a pas de véritable ligne de démarcation entre la frontière, entre la Guinée et la Côte d'Ivoire au niveau de cette frontière ouest de notre pays. Donc il souhaite, parce qu'il a dit au cours d'une conférence de presse qu'il a animée, que cette démarcation-là soit faite pour éviter justement qu'il y ait de récurrents problèmes à ce niveau-là. Parce que les populations, souvent, il y a quelques frictions, et il en a parlé au cours de cette conférence de presse. Absolument, mais ce sont les mêmes peuples. Voilà, du point de vue même du niveau de la langue, c'est la même langue pratiquement qui des 2 côtés de la frontière. Des 2 côtés de la frontière. Et donc là, voilà. Mais c'est dommage qu'on arrive à cela. Oui, et il a aussi dit que cette démarcation est nécessaire parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des défis sécuritaires qui se posent dans cette zone avec notamment les bandes de trafiquants qui profitent de la situation. Le fait que les frontières soient poreuses. On va s'intéresser au journal Le Patriote, un journal dans lequel je tiens à noter que notre invité travaille. Et Le Patriote qui pose une question. Est-ce que Laurent Gbagbo pourra être candidat en 2025 ? Bien, du point de vue de la loi, tout le monde le sait, Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans dans ce que le juge a appelé l'affaire de la BCEAO, la casse de la BCEAO. Bon, mais comme on le voit, la Côte d'Ivoire est dans une nouvelle dynamique. Est-ce que les questions juridiques vont prendre le pas sur les questions politiques?
Alors, on se dit, avec l'ouverture du dialogue politique, tout peut être géré. Et donc, mais cela alimente l'actualité politique. Je pense que les journaux proches de ces différents partis en font leur chou gras. Bon, voilà. Mais c'est de bonne guerre. Hein. Que le débat soit ouvert maintenant. Hein. Et le patriote qui le dit si bien, hein, vous avez parlé du fait que, du point de vue de la loi, il ne pourrait pas être éligible. Le patriote note justement que c'est cela qui a fait qu'en 2020, son dossier de candidature a été rejeté. Et autre point que le patriote soulève, qui pourrait faire tilt dans la tête de tous nos téléspectateurs aussi, c'est le fait que Laurent Gbagbo n'est pas encore, du point de vue de la loi, le président officiel du Parti des peuples africains qu'il a créé. Oui, absolument, mais c'est toujours du point de vue de la loi, parce qu'avec toute cette condamnation et autres, on se demande est-ce que quelqu'un qui est condamné est habilité à diriger un parti politique. Bon, mais comme je le disais, c'est tout cela la dynamique du débat politique. Et le patriote qui ajoute qu'il a été effectivement élu à la tête du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, mais le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Intérieur, doit valider son élection à la tête de PPA Côte d'Ivoire. Sinon, dans quel cas, il n'est toujours pas le président, mais en tout cas officiellement du point de vue de la loi. Absolument. Bon, on va suivre tout ça aussi de très près et on se fera fort, bien évidemment, d'informer de nos téléspectateurs à ce sujet. Et puis, notre voix, qui a changé de look depuis aujourd'hui, le 1er février 2022, notre voix se présente sous une autre forme avec de nouvelles couleurs et à la une de songe de notre voix aujourd'hui, on a le président du Front populaire ivoirien qui fixe le cap pour l'an 2022 au niveau de sa formation politique. Absolument. Alors, parlant de notre voix, c'est l'un des anciens titres de la Côte d'Ivoire, quand même, un titre proche d'un parti de l'opposition. Oui. Et aujourd'hui, a adopté une nouvelle charte graphique. Oui. Bon, cela participe de l'évolution de la presse ivoirienne. Oui. Oui. Et donc, je pense que c'est bien pour ses confrères. Alors, avec les objectifs du président Afim Guessan, je pense qu'il est à fond. Hein. Voilà, Afim Guessan, aujourd'hui, il table déjà sur 2025, en passant par 2023. Oui. Comment faire pour avoir le maximum d'élus locaux et lui-même se projetant à la présidence de la République en 2025, je pense que c'est cela la vie d'un homme politique. Oui. Voilà. Et gouverner, c'est prévoir. Dès maintenant, lui, il est à fond dans les préparatifs de toutes ces échéances. Et il a parlé de tout cela au cours de la première rencontre de son comité central qui s'est tenue le samedi dernier au siège du Front populaire ivoirien. Et à cette occasion, selon notre voix, il a donné les nouvelles orientations aux militants du parti qu'il dirige. Il les a également appelés à se préparer pour les élections à venir, notamment celles de 2023 et 2025 que vous avez évoquées. Et il a parlé aussi de l'ouverture d'une école du Front populaire ivoirien. Oui. Hein? Bon, on sait d'où ils viennent. Avec l'ancien parti Front populaire, avec Laurent Gbagbo et tout le monde, c'est un parti animé par des enseignants. Et donc, ils ont cette culture de renouvellement, de renforcement de capacités. Je pense que c'est cette donne-là que le président Afi essaie d'impulser au nouveau parti, voilà, au FPI. Oui, à travers cette école-là du parti qui va ouvrir, l'ambition selon le président du Front populaire ivoirien, c'est d'offrir aux militants de sa formation politique une meilleure qualification politique pouvant leur permettre d'assurer avec compétence des responsabilités au niveau déjà du Front populaire ivoirien, au niveau de l'État aussi, parce que comme vous l'avez dit, l'objectif de toute formation politique, c'est d'accéder au pouvoir suprême. Après notre voix, on s'intéresse à l'expression et là, on plonge de plein pied dans les relations diplomatiques entre le Mali et la France qui sont vraiment de plus en plus tendues. Et le dernier acte en date, c'est ce qu'il y a eu hier avec l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali, chose inédite dans les rapports entre les deux pays. Absolument. Bon, les relations internationales sont ce qu'elles sont. Hein. Mais le Mali va expulser l'ambassadeur de France. Qu'en sera-t-il des Maliens qui vivent en France quand on sait qu'il y a une forte communauté qui par
sa capacité financière apporte une plus-value au développement de ce pays. Donc je pense que c'est à ces choses-là qu'il faut penser aussi. Il ne faudrait pas prendre des décisions sur un coup de tête. Bon, la diplomatie, elle peut être gérée de manière traditionnelle et non parvenir à ces actions d'expulsion d'un diplomate. Bon, en tout cas, le Mali qui, pour se défendre, estime que les autorités françaises leur manquaient de respect en tenant des propos irrévérencieux vis-à-vis du pays. Et puis, l'expression qui, dans son développement, compare le dirigeant de la junte malienne, Assimi Goïta, à Moussa Dadis Camara, qui a dirigé la Guinée il y a quelques années de cela. Oui, le confrère, l'expression fait référence aux décisions, ce que j'ai appelé tout à l'heure des décisions prises sous des coups de tête. Je pense que la diplomatie, ça se gère avec tact. Et donc, les décisions ne doivent pas se prendre à la volée. Ce sont des relations séculaires. Et donc, une relation diplomatique ne se rompt pas de cette manière. Dadis, en son temps, on l'a vu de manière spectaculaire, qui révoquait voilà, des hauts fonctionnaires de l'administration. Bon, on a vu comment ça s'est terminé. Mais je ne souhaite pas que ce soit cette gouvernance-là que Assimi Goïta veuille implémenter au Mali. Ben, en tout cas, on va regarder tout ça de très près aussi. Et puis, bien évidemment, en parler à nos téléspectateurs et on espère que les choses vont se mettre en place pour éviter que l'escalade continue entre le Mali et la France. Jean-Antoine Doudou, merci d'être passé nous voir. Merci Renaud, merci à tout le monde. Merci, merci. Ouais. On va retrouver M. Jean-Antoine Doudou, je le rappelle, président du réseau des journalistes pour l'accès à l'information et journaliste au quotidien Le Patriote. Absolument. Merci de nous avoir suivis. On passe le relais à Naomi et avec elle, ce sera bien évidemment la suite de Matin. Et puis la passe va vous revenir forcément. Oui. Mais dites-nous, on vous retrouve quand pour l'intégrale encore? L'intégrale, jeudi. On sera encore avec M. Jean-Antoine Doudou. Merci. Merci de nous l'avoir rappelé. Super. Et ce sur 2 semaines. On l'a le jeudi et la semaine prochaine, mardi, jeudi aussi. C'est parfait. Rendez-vous est donc pris. Mais messieurs, aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Nous sommes le 1er février 2022. Et ce mois est dédié à l'amour. Qu'est-ce que vous avez réservé pour ce mois, messieurs? En parlant d'amour, bien sûr. Question frère, faut parler. Journaliste, non? On est dessus. Monsieur Kobia, c'est pour vous deux la question. Ah ben, donner au maximum autour de nous. Comment ça? En faisant quoi concrètement? Ah ben... Non, en fait, vous n'y avez pas pensé, en fait. Franchement. C'est ça, non? On a préparé, en fait, le 14 février, ça ne vous dit rien, quoi, messieurs. Non, pas du tout. Rien n'a qu'à arriver. On se dit comme mais déjà, commençons à trouver des idées. Cette affaire de nous donner réfrigérateur, fer à repasser pour la Saint-Valentin, on ne veut pas hein, cette année. On va marcher, nous, les femmes. En même temps, ça me donne l'occasion de faire un plaidoyer. Les débardeurs et les caleçons américains, là. On va vous donner quoi? Bon, voilà, c'est l'occasion de nous donner des idées. Vous voulez quoi? S'il vous plaît, si ce n'est pas débardeur. Mais donnez-nous des idées. Donnez-nous des idées. Non, mais les choses qu'on utilise au quotidien, il n'y a pas que les débardeurs et les caleçons. Mais quoi d'autre? La cravate, une paire de chaussures, une paire de chaussettes. On utilise les téléphones aussi, on porte des costumes, on porte des chaussures. Oui, d'accord, continuons. Des parfums, voilà. Des bijoux. Et puis après, ce ne sont pas tous les hommes qui sont si on nous donne, on va prendre. Hein, si on nous donne, on va prendre. Monsieur Doudou, vous aurez préféré quoi? Je donne des idées comme ça. Moi, j'aime plus les montres et les cravates. Les cravates. Il en porte une très belle d'ailleurs ce matin. D'ailleurs, très bien mis ce matin, comme à son habitude. En dehors des cravates. Parce que si madame a donné les cravates chaque année, cette année-là, on donne encore des cravates. C'est vrai que c'est pas aisé, c'est un exercice, mais compliqué de pouvoir surprendre notre conjoint. Mais n'oublions pas aussi que c'est pas que les partenaires, la Saint-Valentin. On a nos enfants, on a notre famille, on a tout le monde autour. Un dîner, ça peut faire l'affaire, non, messieurs? Oui, quand même. On vous invite au restaurant ce jour-là. Bon, ça dépend du restaurant aussi. Non, peu importe. Je peux vous inviter chez Tanti Alice manger de la kipé, c'est quelque chose, non? L'essentiel, c'est le geste. Voilà, le geste même déjà. C'est le geste, l'essentiel. Voilà. Mais après, pourquoi vous, les hommes, quand on parle de Saint-Valentin, ça vous ennuie, vous? Non, ça n'ennuie pas. Le truc, c'est que nous, les hommes, bon, je vais prendre à témoin M. Doudou, on a tellement de choses à gérer que quand on se lève le matin, bon, c'est pas la Saint-Valentin la priorité. M. Doudou, c'est vrai? Non, mais nous, on se dit que la Saint-Valentin se vit tous les jours. Parce que, bon, ben, voilà,
dire que nous donnons l'amour à celle qu'on aime, bon, ça c'est une manière périodique, de façon continue qu'on le fait. Donc, on n'a pas besoin de choisir une date. On sent un peu le sujet, les roues, comme ça. Ben, messieurs, merci beaucoup. On peut vous dire qu'on vous apprécie énormément, qu'on vous aime. On ne dit pas ça souvent à ceux qui sont autour de nous, mais nous, on vous apprécie, on vous aime. Et puis, tout ce mois de février sur RTI 1 et à Matin Bonheur, on essaiera de distribuer de l'amour autour de nous. Merci d'être passé, Monsieur Doudou. Jeudi, c'est bien cela. Kevin, tout à l'heure pour Info Express, afin de finir cette émission en beauté. On a lancé un message tout à l'heure en Yacouba concernant les mesures barrières. Retrouvons nos parents malinqués avec cet élément. Anya yɛrɛ kɔlɔsi ni wagati na ni coronavirus ye an y'an yɛrɛ tanga k'an sigiɲɔgɔnw tanga ka fara ɲɔgɔn kan ka coronavirus kɛlɛ an ye nin lamɛn ka ɲɛ k'an jogow yɛlɛma nin ye kunnafoni ye min bɔra an ya minisiriso yɔrɔ min bɛ an ya kɛnɛyako kunna ani duniya tɔnba min bɛ kɛnɛyako kunna n'o ye OMS ye k'i tɛgɛ ko ka ɲɛ ni ji saniyani ye ani safinɛ walima safinɛ ji. N'i bɛ fɛ ka tuso walima ka sɔgɔsɔgɔ i jija musɔrɔni ye k'i bolo i bɛ sɔgɔsɔgɔ a kɔnɔ walima ka tuso k'a lafili kɔfɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka foli kɛ an y'o dabila an ye a tu dabila an ni ɲɔgɔn cɛ an ye kungo kɔnɔ sogo o minali walima k'o dumuni k'o dabila jama bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ an y'o yɔrɔ tagali dabila mètre kelen an y'o don an ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'an jija yaalaba nafa tɛ yaala min na an y'o dabila n'i bɛ fɛ ka kunnafoni sɔrɔ weleli kɛ 143 walima 101 an y'an yɛrɛ tanga ka sigiɲɔgɔnw tanga ka fara ɲɔgɔn kan ka coronavirus kɛlɛ nin ye kunnafoni ye min bɔra an ya gouvernement yɔrɔ. En 2020, il y a eu plus de 12 870 accidents sur les routes du Côte d'Ivoire. Je suis Nicole, je suis non-voyante. J'ai été victime d'un accident de la route. J'étais sur le trottoir à attendre quelqu'un et un taxi-compteur est venu me ramasser. J'ai été blessée au pied, même le nez a été touché. Pendant une semaine, je ne sentais plus mon pied. Et depuis lors, je sens encore les séquelles. Et je n'ose même plus sortir seule, de peur d'être victime encore des accidents de la route. Avec ce que Nicole vient de dire, nous voyons très bien les conséquences de l'incivisme sur la route. Devons-nous continuer ainsi? Respectons le code de la route, sauvons des vies. Ensemble, disons stop à l'incivisme sur la route. Stop à l'incivisme sur la route. L'amour comme vous ne l'avez jamais célébré. Bokoro Sagesse et AB Communication vous invitent au Gala des Amoureux ce samedi 12 février sur l'île paradisiaque BBR, Bolé Beach Resort. Ce sera le meilleur cadeau de Saint-Valentin à lui offrir. Le grand rendez-vous des cœurs solitaires. Une affaire de lovers lifestyle. Ne ratez pas l'occasion unique de marquer le cœur de votre amoureux ou de rencontrer votre âme sœur. Votre ticket éco, solo, duo ou love. Infoline 05 74 62 15. Bokoro Sagesse, activateur de fortune. Retour de l'information, merci à tous et à tous de nous suivre. Démarrons dans la région du Boclé. Notre reporter Sam Conan nous apprend que les orpailleurs clandestins se sont installés avec la complicité de certains chefs de village tout le long du fleuve Sassandra. Causes, conséquences, solutions dans ce reportage. Du village de Kouaté à celui de Gaoulou, tous les villages en bordure du fleuve Sassandra, sur une distance de plus de 90 km, ont accueilli des orpailleurs clandestins. Quelles sont les raisons de l'acceptation de ces orpailleurs dans ces villages? Les orpailleurs sont venus chez nous. Vraiment, on ne les a pas appelés. Ils sont venus d'eux-mêmes. Mais quand ils sont venus, ils nous ont demandé
vraiment, eux qui devaient nous rendre des services. Bon, comme quoi, par exemple? Bon, la construction des dispensaires, la ouverture des rues, tout et tout. Bon, nous, on a accepté à ce que les gens travaillent avec nous. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré, fils de la région du Boclé, les arguments avancés par les chefs des villages ne tiennent pas la route. Et pour cause. Au départ, ils gagnent, on leur donne quelques miettes, 1 million, 2 millions, 3 millions. Ils avancent comme raison que c'est pour construire des dispensaires. Ça ne tient pas la route du tout. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Le gouvernement travaille. Aujourd'hui, tous les villages sont éclairés. Le combat de l'eau est en train d'être gagné. Et il y a tout sur les dispensaires. Les coulettes de proximité foisonnent de partout. L'orpaillage clandestin pratiqué en bordure et dans le fleuve Sassandra, qui alimente tous les foyers. La santé des populations rurales et citadines est donc menacée. Actuellement, nous avons un souci au niveau des orpailleurs qui sont en amont, qui utilisent le mercure et le cyanure pour traiter les métaux. Mais si rien n'est fait, l'eau que nous prenons dans le Sassandra pour la boisson qu'on traite sera polluée. Les villages qui ont les forages, les puits et tout ça, eh bien, tous ces puits-là sont alimentés par les fleuves. Et donc, si c'est pollué avec les produits tels que le mercure, le cyanure et tout ça, eh bien, c'est eux-mêmes, les villageois, qui, ma foi, pâtiront. Ils vont consommer de l'eau polluée et ça va complètement entacher leur santé. Le préfet Lamine Koulibaly a mis en mission les forces de défense et de sécurité. Le bilan des opérations menées contre les orpailleurs clandestins s'établit comme suit. Des saisies d'engins et la libération de certains sites. Mais nous remarquons que cela est insuffisant, nettement insuffisant. Les chefs des villages sont convoqués à la préfecture pour une réunion d'explication et de sensibilisation. Ils en ressortent bien informés et sensibilisés sur les dangers de l'orpaillage clandestin. Des engagements sont pris. Nous, en tant que chefs, nous le disons clairement que dans les 48 heures qui suivent, ils vont rebousser chemin, ils vont partir. Il y a une grande partie qui est déjà partie. Maintenant, peut-être qu'il reste que 2 dragues. Donc, avec la réunion d'aujourd'hui, quand il va partir, bon, tous ceux qui sont là, ceux qui sont restés là vont partir. Les autorités de la région du Boclé invitent les populations à plus de vigilance dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Le président de la Banque africaine de développement BAD a annoncé samedi un financement de 3 milliards de dollars, soit environ 1500 milliards de francs CFA pour le renforcement de l'industrie pharmaceutique sur le continent. Kimumi Adesina s'est exprimé lors d'un point presse tenu suite à une visite à l'Institut Pasteur de Dakar. Au Burkina Faso, la junte militaire rétablit la constitution du pays, suspendue depuis sa prise de pouvoir, tout en modifiant les institutions en attendant la mise en place d'organes de transition. Les émissaires internationaux ont rencontré le nouvel homme fort du pays, mais aussi le président renversé, Roch Marc Christian Kaboré, qui va très bien, selon eux. Après des semaines d'escalade, nous sommes au Mali. Semaine escalade verbale. Bamako a exigé le départ sous 72 heures de l'ambassadeur de France, Joël Meyer. Les relations entre les deux pays se sont fortement dégradées depuis que le pouvoir d'Assimi Goïta a annoncé vouloir repousser les élections initialement prévues en février 2022. Et puis on termine avec du sport tennis. L'Espagnol Rafael Nadal a remporté dimanche son 21e tournoi du Grand Chelem en battant le Russe Dani Medvedev en finale de l'Open d'Australie. Il dépasse ainsi Roger Federer et Novak Djokovic. L'Espagnol devient à 35 ans le seul détenteur du record de majeur chez les hommes, avec désormais une longueur d'avance sur le Suisse et le Serbe. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez Naomi pour la suite de la matinale. Et pour la suite de ce mois de février, on aimerait savoir, Régis Kofi, ce que vous avez prévu pour célébrer l'amour. Ben, pour l'instant... En fait, tous les hommes sur ce plateau ont un souci avec... Pour l'instant, je n'ai rien prévu, mais je sais qu'il y aura quelque chose. Quelque chose de spécial, mais on ne sait pas encore quoi exactement. Mais j'attends les propositions à la télé, avec des spots publicitaires, tout ça. Bon, d'accord. Déjà, je vous mets sur une piste. Évitez
les appareils électroménagers. Ça, c'est pas un cadeau pour une femme. Ça, c'est un besoin pour la maison. La maison, justement. Voilà, donc ça déjà, c'est à éviter. C'est bon? Oui, non, ça... Bon, nous, les femmes, on ne coûte pas cher. Un voyage, un sac à main de marque. Mais maintenant, il faut que les femmes aussi évitent les débardeurs. Oui, non, les petites culottes. Non, il n'y a pas de souci. Là, on a compris avec Monsieur Doudou et Kobia. Donc, on dit aujourd'hui, c'est quoi? Cravate, gilet pour vous? Gilet pour moi, cravate. C'est bon. Voilà, j'aime ça. Merci Régis, on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Et c'est un plaisir renouvelé et partagé de recevoir sur ce plateau Maître Vanessa Balleroux. On parle d'un sujet assez triste, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Maître, bonjour, merci d'être avec nous. On parle souvent de décès, on s'intéresse aux familles endeuillées pendant l'épreuve, mais juste après. On oublie tout ce qu'il y a autour. On va essayer de comprendre ensemble le processus de la succession juste après ce jingle. Comprendre les différentes étapes d'une succession, maître. Commençons donc par définir la succession, s'il vous plaît. Eh bien, la succession, c'est on va dire, le partage qui va survenir après le décès d'une personne entre ses héritiers. On va dire ça comme ça pour faire simple. Et qui peut être considéré comme héritier? Alors, les héritiers, selon la loi du 26 juin 2019 sur les successions, les héritiers du défunt, ce sont son conjoint survivant, s'il était marié, et ses enfants, donc ses descendants. On reconnaît qu'en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, il y a plus de couples en concubinage que de couples légalement mariés. Comment ça va se passer donc pour un concubin ou une concubine? Alors malheureusement, la loi est assez dure. C'est uniquement le conjoint, donc marié légalement, uni par les liens du mariage avec le défunt qui va pouvoir lui succéder. Pas le concubin, pas le compagnon, ni la compagne, ni la concubine. C'est dur quand même. C'est dur, mais il est... Donc on ne reconnaît pas légalement la dot? Malheureusement, non. La dot n'a pas d'existence légale, n'a pas de conséquences juridiques, en tout cas, en cas de décès d'un des conjoints. Et pour les enfants, quand on parle d'enfants, quels sont donc ces enfants-là? Parce que dans un couple, on peut avoir des enfants hors mariage et avant de se mettre ensemble. Ensuite, même pendant le mariage, on peut avoir des enfants pas avec le partenaire qui nous a épousés légalement. Qui sont véritablement ces enfants qui vont hériter du défunt? Alors, les descendants, la loi vous parle de descendants du défunt ou de la défunte. Hein. On pense uniquement, immédiatement aux hommes parfois, mais ça peut arriver que ce soit la femme qui décède. Donc les enfants, ce sont les enfants. Ce sont tous les enfants, ceux qui sont nés dans le mariage, ceux qui sont nés hors du mariage, parfois même les enfants adultérins. Tous les enfants sont égaux devant la loi depuis 2019. Désormais, tous les enfants viennent à la succession de leurs parents, quel que soit le lien matrimonial entre les parents, entre les deux géniteurs, si vous voulez. Donc que ce soit un enfant qui est né dans le mariage du défunt, un enfant qu'il a eu avant le mariage, on parle d'enfant naturel, ou un enfant qu'il a eu avec une autre personne que son conjoint, on parle d'enfant adultérin. Donc tous ces enfants-là, quelles que soient les circonstances de leur naissance, viennent à la succession de leurs parents défunts. Prenons un exemple concret. Une jeune dame est mariée, elle a eu des enfants avant de se marier légalement, et même dans son union, elle a malencontreusement eu un autre enfant qui justement rejoint le couple. Monsieur aussi a eu d'autres enfants. Finalement, au décès de cette dame, les enfants de monsieur ne sont pas concernés. Non, les enfants, on parle uniquement des enfants du défunt, de la personne qui est décédée. Mais on parle de tous ses enfants, ceux qu'elle a eus avant de se marier, ceux qu'elle a eus dans le cadre de son mariage, ceux qu'elle a eus avec une autre personne que son mari alors qu'elle était dans le mariage. Donc ce sont ceux-là qu'on appelle les enfants adultérins, mais c'est aussi les enfants qu'elle a pu adopter légalement. Donc les enfants qu'elle a adoptés, qui sont reconnus par la loi comme étant
ces enfants comme ayant un lien de filiation avec elle. Tous ces enfants-là vont pouvoir venir à sa succession. Merci de préciser adopter légalement, parce que je peux héberger chez moi un neveu, une nièce que je traite comme un enfant, mais si légalement je ne l'ai pas adopté, l'enfant ne peut pas prétendre à un héritage si je décède, n'est-ce pas? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Il faut que ce soit clair, parce qu'après, on dit qu'on est en Afrique, il y a des guéguerres qui surviennent, on parle même de sorcellerie, on élimine certaines personnes. Bon, il faut que tout le monde soit d'accord sur la loi qui régit en ce moment la succession en Côte d'Ivoire. On a de plus en plus de personnes qui font des testaments. Et si jamais, lors du testament, un parent n'a pas pensé à certains héritiers qui devraient normalement être pris en compte selon la loi? Alors, c'est la loi qui va primer. C'est vrai qu'on va respecter la volonté du défunt dans les limites de la loi. Alors, on ne peut pas déshériter un enfant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas décider, par exemple, de priver un enfant de son héritage. La loi ivoirienne ne le permet pas en l'état actuel. Vous ne pouvez pas dire on prive cet enfant, je donne ceci à tel enfant au détriment de tel autre enfant. Mais plein de parents qui déshéritent leurs enfants, là. Alors, il y a des conditions pour déshériter un enfant. Il faut qu'il soit frappé de ce qu'on appelle l'indignité. C'est-à-dire qu'il a, par exemple, attenté à la vie de son parent, il a tué son parent ou il a tenté de le faire, ou alors il a fait subir des sévices graves, c'est-à-dire, pour parler simplement, il a, par exemple, frappé son parent, il a, par exemple, injurié son parent, et donc la loi considère que ces atteintes graves-là peuvent entraîner ce qu'on appelle l'indignité, qui va priver le descendant de la possibilité de succéder à son auteur. On retrouve même des agressions sexuelles, malheureusement. Malheureusement. Donc, toutes ces choses-là sont recouvertes par la loi et sont frappées d'indignité lorsqu'elles sont établies. Simplement, bien que l'indignité existe, la procédure d'indignité permet d'exclure un descendant de la succession, eh bien, dès lors que la personne qui a subi à supposer qu'elle soit encore vivante, ainsi il est décédé, ça va être un peu compliqué. Mais si l'auteur est encore vivant et qu'il décide d'accorder son pardon, eh bien l'indignité est levée et cette personne va pouvoir venir à la succession. C'est donc que la loi accorder son pardon, c'est par écrit Par tout moyen. Par tout moyen. Voilà, devant témoin, je te pardonne, je te demande pardon maman, je te demande pardon papa pour ce que je t'ai fait. Devant témoin, des personnes sont à même de venir témoigner que de son vivant, le parent avait accordé son pardon. À ce moment-là, des personnes pourront en attester et la personne ne pourra plus être frappée d'indignité, elle pourra participer à la succession comme ses autres frères s'il en a. Mais en dehors de cela, un parent ne peut pas dire non, je te déshérite. Peut-être de son vivant, il peut ne pas donner faire profiter de ses biens à l'enfant, mais quand il décède, la loi oblige donc la répartition. Exactement. Et la répartition, elle est égale? Alors oui, elle est égale entre les enfants par tête. Hein. On va souvent dire il y a le mineur, il y a le majeur, il y a l'aîné. Non, il n'y a pas de privilège de ce qu'on appelle la primogéniture, c'est-à-dire privilège pour l'aîné par rapport aux plus jeunes, etc. Non. Mais ils font ça sur le terrain. Malheureusement, malheureusement. Mais ce n'est pas prévu par la loi, donc ce n'est pas ce qui doit se faire. C'est pour ça qu'on est là et pour informer le plus grand nombre qu'il n'y a pas de privilège entre les enfants. De même qu'il n'y a pas de privilège entre des enfants de couples mariés sur les enfants adultérins ou sur les enfants naturels, c'est-à-dire nés hors mariage. Il n'y a pas de distinction. De la même manière, tout le monde vient à part égale à la succession du père. S'il y a 6 enfants, les 6 vont se partager la masse successorale. S'ils sont 2, ils seront 2 à partager la masse successorale. Donc, tout le monde vient à part égale à la succession de son père ou de sa mère. Il n'y a pas de distinction. Mais il y a une autre question qui arrive pour les enfants adultérins, permettez-nous. Il y a des pères, des mères, des parents donc, qui cachent la naissance ou l'arrivée d'un enfant au conjoint, par exemple. Et l'enfant ne porte même pas le nom de son parent. Dans ces cas-là, l'enfant a droit aussi à l'héritage? Alors, dès lors qu'il a la possibilité, il peut le faire de manière légale, c'est-à-dire en saisissant le tribunal. Faire établir la paternité ou le lien de paternité ou de maternité à l'égard de son auteur. Je pense qu'il y a 1 ou 2 semaines, on a parlé ici de filiation. C'est ça. Donc, on peut faire établir, même après le décès de son auteur, la filiation à l'égard de celui-ci. Dès lors que c'est établi et que le tribunal a tranché en disant « oui, vous êtes effectivement le fils ou la fille d'eux », eh bien, vous pourrez venir à la succession de votre parent décédé, même si celui-là ne vous a pas reconnu de son vivant.
D'accord. Maintenant que tout est clair, on sait qui hérite d'un défunt. Finalement, le processus, il est un peu long. À quel moment on saisit la loi? À quel moment on bénéficie de l'héritage? Alors, merci pour cette question et je voudrais faire un processus très pratique, une présentation assez pratique. Ça nous aiderait. Pour que le plus grand nombre soit informé et qu'on sache ce qu'il faut faire. Donc, quand la personne décède, c'est vrai qu'on est frappé par la douleur, mais il y a un document qu'on délivre immédiatement qui s'appelle le certificat de décès. C'est le document qui est établi, c'est un document légal qui est établi par le médecin qui fixe la date, le jour, l'heure du décès de la personne. Et c'est avec ce certificat de décès qu'on va pouvoir dresser l'acte de décès en mairie ou en sous-préfecture si on est dans une zone où il n'y a pas de mairie. Donc on va auprès de l'officier d'état civil pour aller faire établir cet acte de décès qui va pouvoir prouver déjà que la personne est décédée. Parce que pour parler de succession, il faut qu'on parle d'une personne qui est décédée. Il faut établir que cette personne est décédée. La jurisprudence, c'est-à-dire les tribunaux et les cours ivoiriens sont très clairs là-dessus. Vous devez pouvoir prouver que la personne est décédée pour qu'on puisse ouvrir une succession. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Établir les documents qui prouvent que la personne est décédée. Ensuite, c'est vrai qu'il y a le processus des obsèques qui dure plus ou moins longtemps en fonction des régions, des religions. Mais une fois que ce processus achevé là, il faut que les ayants droit de la personne décédée fassent établir qu'elles sont aux yeux de la loi, les héritiers, les ayants droit de la personne qui est décédée. Même si la personne n'est pas encore inhumée, on peut? On peut le faire. Oui, parce qu'il y a des funérailles qui durent 2 ans. On est en Côte d'Ivoire. On peut le faire parce que vous allez avoir besoin de faire valoir vos droits en tant que propriétaire de tel ou tel bien auprès des locataires, par exemple. Donc, vous devez faire établir ce qu'on appelle un certificat d'hérédité. Ça se fait au tribunal. Très bien. Donc, c'est un jugement qui est rendu et les ayants droit, le conjoint survivant, les enfants se présentent au tribunal avec des témoins majeurs qui vont pouvoir attester, qu'ils soient parents ou non d'ailleurs de la personne décédée. Ça peut être des amis de la personne décédée, des proches, des collègues, mais en général ce sont des parents qui viennent attester que ceux qui se présentent devant le juge sont les enfants et idéalement tous les enfants de la personne décédée. On ne passe pas par des tests ADN, tout ça, les témoignages suffisent. Les témoignages suffisent en l'état. Maintenant, quand on rentre dans des contestations, quand il y a des contentieux, là, on peut avoir recours au mécanisme des tests ADN. Mais très bien. On se présente devant le juge et on fait établir un certificat d'hérédité qui dit que ces personnes-là sont reconnues par la loi comme étant les ayants droit de la personne décédée. Très bien. Certificat d'hérédité en main. Maintenant, on va passer à une autre étape qui s'appelle l'ouverture maintenant à proprement parler de la succession. Et ça se fait par devant notaire. Donc vous pouvez vous faire assister par un avocat si vous en avez un pour vous renseigner, mais la procédure de succession sera faite par devant notaire. Donc le notaire va ouvrir la succession et vous allez lui produire tous les documents, ceux attestant du décès de la personne qui est de votre parent décédé. Et le certificat d'hérédité qui est le jugement qui est rendu par le tribunal. C'est ça. Et avec ces documents-là, le notaire va pouvoir maintenant évaluer le patrimoine de la personne décédée et procéder à la répartition entre les différents héritiers. Voilà. D'accord. Donc, c'est le notaire qui va évaluer le patrimoine. Dans le patrimoine, c'est-à-dire l'ensemble des biens du défunt, vous allez trouver les biens immobiliers, les maisons, les terrains, les plantations, etc. Vous allez trouver les voitures, vous allez trouver les bijoux, vous allez trouver les vêtements, mais vraiment tous les biens ayant appartenu au défunt, en propre, ou les biens qu'il a eus avec le conjoint s'il était marié sous le régime de la communauté. Une fois que la communauté est liquidée, on partage d'abord avec le conjoint survivant et ensuite, sur le reste, les enfants viennent maintenant à la succession. Donc les cousins, les nièces, tout ça là, en principe, excusez-nous, si vous n'êtes pas adopté légalement. Légalement, vous ne venez pas à la succession. Et ça peut prendre combien de temps? Alors ça dépend. Vraiment, s'il n'y a pas de contestation, vraiment ça dépend de la diligence du notaire. Je ne saurais pas vous donner un délai. Voilà, ça peut aller assez rapidement s'il n'y a pas assez de biens, s'il y a beaucoup de biens. Si malheureusement, on ne sait pas où sont les biens, on a eu des échos, on sait que tel parent avait tel bien dans telle région, on est obligé de mener des investigations, donc ça peut durer plus ou moins longtemps en fonction de la consistance du patrimoine. Ah, et ceux qui ont 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, c'est seule celle qui sera mariée légalement? Celle qui sera mariée légalement pourra venir à sa succession sous l'empire de la loi de 2019.
de la nouvelle loi. Et les autres ne pourront pas en bénéficier, sauf si elles ont des enfants. Si les enfants vont... Les enfants viennent à la succession normalement de leur auteur. Bon, c'est dans votre exemple de leur père. S'ils sont mineurs, donc à ce moment-là, même si la dame n'est pas mariée, elle va administrer les biens que ces enfants auront recueillis dans le cadre de la succession de leur père. Et concernant ces héritiers mineurs, il y a des enfants, malheureusement, qui ont hérité, mais qui n'ont pas pu en bénéficier. Dès la majorité, quel est le processus qu'il faut adopter pour pouvoir entrer en bien de ses possessions? Alors, non, en principe, un enfant qui est mineur, s'il n'a plus un de ses parents, l'autre parent devient son tuteur d'une certaine manière. Donc, quand les deux sont partis. Quand les deux sont partis, on fait désigner un tuteur toujours par le juge. Il faut saisir le tribunal pour faire désigner un tuteur. En général, les juges des tutelles vont désigner quelqu'un de l'entourage de l'enfant qui connaît l'enfant, qui connaît les parents et qui va être chargé d'administrer les biens. Si cette personne-là a dilapidé les biens de l'enfant, une fois la majorité atteinte, l'enfant a la possibilité de se retourner contre lui et de le poursuivre pour lui demander des comptes sur l'administration de ses biens et éventuellement sur le fait qu'il ait dilapidé ses biens. Mais à quel moment il rentre en possession? Dès qu'il a 18 ans? Dès qu'il a 18 ans, il devient majeur. En principe, la tutelle prend fin dès lors que le majeur est capable de se prendre en charge, lui-même. Et donc, voilà, c'est quasi mathématique qu'il entre en possession de ses biens dès lors qu'il est majeur et la loi le reconnaît comme ayant la capacité de le faire. Finalement, on a essayé, bien sûr, de comprendre les différentes étapes d'une succession, qu'on soit conjoint, qu'on soit enfant, descendant, comme vous l'avez dit, et le processus durera justement en fonction de chaque cas. Ça peut aller très rapidement s'il n'y a pas de contestation, mais quand il va falloir mener des investigations, tout ça, on peut se retrouver à des années, mais dites-nous, financièrement, c'est coûteux. Comment? C'est coûteux. Bon. Parce que le notaire, les avocats, les défilés à la justice. Pour ce qui est des notaires, vous savez, les successions, il y a des droits qui sont payés à l'État de Côte d'Ivoire. Donc ça a un coût, forcément. S'il y a une cession de biens immobiliers, etc., il y aura un coût, les droits de succession qui seront reversés à l'État. Bien évidemment, le notaire pour son travail, parce que c'est le seul professionnel du droit qui est autorisé à le faire par la loi. Donc il va prendre aussi des émoluments. Ça, c'est normal, c'est ce qui est prévu par la loi. L'avocat, vous avez toujours la possibilité de négocier vos honoraires, mais il ne faut pas prendre... par ce bout-là en disant ça coûte. Il faut toujours se demander ce que ça va nous coûter de ne pas être assisté, de ne pas bénéficier d'un bon accompagnement juridique. Généralement, quand on vient vous voir, c'est qu'il y a souci. On a retrouvé des familles où les gens sont tellement bien organisés et finalement, ils n'ont même pas besoin du notaire avec un long processus après pour hériter. On sait déjà... Bon, ça, c'est dans les familles où tout va bien. Dans les familles où tout va bien, tant mieux pour eux. S'ils n'ont pas besoin d'avoir recours au notaire, si les parents... Mais je pense qu'il y a une question d'anticipation aussi des parents dans l'éducation des enfants, mais aussi dans l'organisation de l'après. C'est vrai que c'est un peu compliqué dans nos sociétés de parler pour une personne de vouloir administrer ou prévoir ce qui va se passer après son départ. Mais il faut le faire. On peut le faire par exemple en faisant de son vivant des donations. On a un enfant qui est dans le domaine agricole, on a des plantations, on estime que cet enfant sera à même de... Il travaille déjà avec nous. Donc, on prévoit de lui donner, après notre départ, les plantations. Tel autre est plutôt ingénieur, on a une entreprise qui est dans l'ingénierie, on veut donner à cet enfant-là. Donc, il faut anticiper et, dans la mesure du possible, faites des testaments, rapprochez-vous des avocats et des notaires et faites des testaments et organisez l'après. Mieux c'est organisé de son vivant, moins il y a de difficultés après le départ. C'est vrai, mieux s'organiser de son vivant. Et tout à l'heure, avant la fin de cette émission, elle pourra nous donner un numéro de téléphone si on a d'autres préoccupations, si on a envie d'être accompagné pour être mieux organisé comme elle nous le propose. On a essayé de comprendre les différentes étapes d'une succession. Il arrive pour nous le temps de retrouver Kobia pour Matin Express. Oui, très heureux de vous retrouver pour Matin Express cette fois. Matin Express qui nous emmène au Mali où on retrouve Kadidiatou Sanogo, notre consoeur sur place. Bonjour Kadidiatou. Les tensions diplomatiques entre Bamako et Paris sont montées d'un cran hier. L'ambassadeur de France au Mali a été expulsé du pays par les autorités militaires et un ultimatum lui a été fixé pour quitter le territoire malien. Renaud Kobia, bonjour.
Chers téléspectateurs de la RTI, bonjour. Justement, la tension sous-jacente entre les autorités de la transition du Mali et Paris a monté d'un cran. Hier, 31 janvier, les autorités maliennes ont demandé à l'ambassadeur de la France résident au Mali, M. Joël Meyer, qu'il avait comme personne, il est considéré comme personne non grata. Il a 72 heures pour quitter le territoire national du Mali. Rappelons que depuis un certain temps, la tension sous-jacente qu'entretenaient les autorités de la transition du Mali et la France est montée d'un cran, et ce avec le retrait d'une centaine de soldats danois du territoire. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Yves Le Drian, avait tenu des propos estimés peu courtois à l'endroit des autorités de la transition. En effet, pour le citer, M. Drian avait qualifié les autorités de la transition d'une junte illégitime qui prennent des décisions irresponsables. Une réponse du berger à la bergère, le ministre des Affaires étrangères malien, M. Abdoulaye Diop, avait alors, dans une interview accordée à RFI le 28 janvier dernier, il avait alors demandé aux autorités françaises de respecter le Mali. À se dire, le Mali est dans une certaine trajectoire où il ne cherche que l'efficacité et les résultats. Selon le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Abdoulaye Diop, actuellement, le peuple malien, les autorités maliennes ne vont souffrir d'aucune agressivité, d'aucune injection, d'aucun diktat. Et c'est à se dire, le peuple malien a cette intelligence nécessaire pour se faire des solutions idoines. Et si nous savons que c'est surtout la présence russe qui est le leitmotiv, l'un des facteurs de cette divergence entre l'État malien et la France, les autorités maliennes disent qu'ils sont prêts à nouer des partenariats, mais des partenariats qui vont permettre à mieux sécuriser le pays. Selon le ministre Abdoulaye Diop, déjà, on constate un certain changement sur le terrain avec l'avancée des forces armées, avec des résultats palpables qui est à encourager. Aussi, il se joint au président de la transition pour dissuader toute ingérence extérieure, et il est soutenu pour ce fait avec le peuple malien. Avec toutes ces tensions qui persistent entre Paris et Bamako, on rappelle quand même que on se pose la question si on doit craindre ou pas, quand on sait que les groupes signataires, les groupes armés signataires de l'accord d'Alger ont été invités. Ils sont actuellement en pourparlers en Italie. Et quelles seront les conséquences de telles rencontres? Et surtout quand on sait que le ministre de la Réconciliation n'y a pas pris part. Merci beaucoup, Renaud. Merci aux chers téléspectateurs. On nous revoit bientôt. Merci infiniment, Kadidiatou, pour ces nouvelles fraîches du Mali. Naomi? Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Oui, Kevin, on s'arrête là pour Matin Express. On va se retrouver avec beaucoup de plaisir demain pour la revue de presse et Info Continue. Et Info Continue. Restez avec nous pour demander à Maître de nous situer un peu où est-ce qu'on peut retrouver donc nos avocats ou notaires pour leurs différents services. Alors, l'ordre des avocats, qui est dirigé par le bâtonnier Claude Maintenon, est situé, la maison de l'avocat est située aux 2 plateaux, juste derrière l'ENA, donc c'est vraiment pas caché. D'accord. Et sinon, vous avez une salle des avocats au tribunal de première instance du plateau, en face de la cathédrale. Merci à vous, Maître Vanessa Balleroux. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on voudrait clore cette émission en faisant un coucou particulier à Issoufou Diarra, technicien synthé sur Matin Bonheur, qui célèbre 1 an de plus aujourd'hui, et à travers lui souhaitant joyeux anniversaire à tous ceux-là qui célèbrent un jour de plus.